Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Laval, au Québec, avec Nicole pour parler des rêves, puisque Nicole est l'auteure de L'Art de rêver aux éditions Le Dauphin Blanc. J'ai su en te rencontrant hier qu'on avait une interview à faire, c'était spontané, c'était naturel, et bien sûr plus j'explorais ton livre après, plus je comprenais pourquoi. C'est vrai que j'ai fait de nombreuses interviews sur les rêves, ça me passionne, je pense qu'on est tous à de plus en plus comprendre l'importance de s'y pencher un petit peu et d'écouter. C'est quand même sacrément important, surtout de nos jours, non? Oh, d'autant plus, oui, tout à fait. Dans la vie active, dans la vie rapide, le rythme qui ne cesse que de s'accélérer et nos rêves nous ramènent à soi, nous ramènent à qui nous sommes réellement. Donc, ils nous dévoilent à la fois nos forces, nos faiblesses pour les transformer. Donc, c'est un cadeau précieux chaque nuit. Ce que tu nous dis, c'est un véritable outil de croissance en plus. Donc ton livre, c'est L'Art de rêver, suivi des rêves et symboles, guide pratique pour devenir un rêveur actif. Il y a plusieurs sortes de rêveurs, plusieurs sortes de rêves. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui. Alors d'abord, les sortes de rêveurs. Il y a le rêveur passif qui rêve toutes les nuits, qui s'éveille le matin et qui ne sait pas quoi faire de ses rêves. Alors que le rêveur actif, c'est quelqu'un qui commence à noter dans son journal de rêve les images du matin, de ce qu'il se souvient. Et à partir de ces images-là, de revoir le scénario au complet qui nous donne leur juste sur ce que l'on vit à tous les jours. Parce qu'on a 5 catégories de rêves, parce qu'on a 5 corps en réalité. Il y a le corps physique qui a des besoins. Il y a le corps émotionnel qui a ses besoins et aussi l'inspiration, l'imagination, la créativité. On a notre corps mental qui est notre intellect, notre philosophie de vie, etc. Donc des rêves télépathiques. Et notre corps spirituel qui est l'âme, qui chaque nuit se libère finalement de ses contraintes de jour pour expérimenter la nuit, recevoir des enseignements, trouver des réponses à nos questionnements, puis surtout s'aligner sur notre mission personnelle, notre mission de vie. Donc le rêve aiderait à trouver sa mission de vie, aurait des indices dans les rêves, il y a des indices, parce que beaucoup de personnes cherchent leur mission de vie. Ah oui, absolument, parce que chaque nuit, l'âme que nous sommes a une vision à 360 degrés. Donc, on voit notre passé qui nous a amenés au présent et on a quand même des images d'un futur potentiel. Alors, si on s'éloigne de notre mission, on va faire un rêve du genre dans la métaphore dans laquelle le chemin, on arrive dans un cul-de-sac ou on est sur une route qui aboutit nulle part. Alors, à ce moment-là, on dit « où dans ma vie en ce moment? » Alors, ça peut être en rapport avec notre mission personnelle, qu'on a pris le mauvais détour, qu'on s'est engagé sur une route qui ne convient pas à nos talents. Parce que mission, c'est aussi talent personnel. C'est d'exploiter ce qu'on a dans nos forces, que ce soit au niveau physique, manuel, intellectuel, artistique. Alors, tout dépend de ce qu'on est venu faire sur Terre. Alors, les rêves vont nous éclairer étape par étape. D'ailleurs, moi, personnellement, de formation, j'ai été technologue en médecine nucléaire. J'ai travaillé pendant 24 ans en milieu hospitalier. Et j'ai eu une série de rêves à l'âge de 40 ans pour me dire « Nicole, tu n'es plus à la bonne place. » Ça, c'était mon gagne-pain. Mais j'avais développé une autre passion qui était la passion des rêves, bien sûr, car j'ai commencé à écrire mon journal de rêve à l'âge de 28 ans. Et donc, dans mes rêves, je voyais au fur et à mesure tout ce qui se passait dans ma vie physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle. Et là, après 3 rêves marquants, dont un rêve, c'est que le chemin pour me rendre à mon lieu de travail était bloqué. Je ne pouvais pas le traverser. Quand je me suis réveillée, j'ai dit « Oh, c'est peut-être ça », mais je n'étais pas certaine. Quelques semaines plus tard, le deuxième rêve, c'est que les portes étaient tous fermées à clé de l'édifice où je travaillais. Je ne pouvais pas entrer à l'intérieur. OK. Là, j'ai dit, je pense que je comprends. Je devrais prendre une année sabbatique, comme vous avez fait vous-même, Lilou. Et puis, mais je ne l'ai pas fait. Et là, le troisième rêve, c'est que mon nom n'était plus affiché dans le département où je travaillais. Et on m'indiquait, tu n'as plus d'affaires ici. Alors, j'ai pris une année sabbatique, donc, et je ne suis jamais retournée à mon travail. Et j'ai écrit les indices sont clairs. Et les indices étaient clairs, là. Mais c'est vrai que, bon, c'est souvent la question à laquelle on revient, mais je sais que vous avez des techniques pour avoir, justement, retrouvé cette mémoire aussi. Et en fait, on a à reprendre cette confiance pour avoir de tels indices. Parce que des fois, c'est pas toujours très clair. Il y a toute une symbolique également. C'est ça, la métaphore de rêve va dépendre finalement de notre vécu à chacun. Un artiste, par exemple, qui travaille avec la peinture ou avec la décoration,
Ses rêves vont lui parler à travers des décors qui appartiennent à ce monde-là. Un camionneur qui voyage sur la route constamment, ses métaphores de rêve pour lui dire que, par exemple, si son travail n'est plus, les routes, son véhicule ne fonctionnera plus, la batterie ne sera plus chargée, etc. Une cuisinière, ça va se passer dans ses casseroles. Une couturière, ça va être avec sa machine à coudre, etc. Donc, il faut se faire confiance. Nos rêves choisissent nos symboles à partir de notre vécu de tous les jours. Et c'est pour ça, c'est le sentiment, Lilou, qui est important à la fin du rêve. Est-ce qu'on se sent mal? Ah, alors là, il faut se re-questionner. Quelle décision j'ai prise récemment dans ma vie qui fait que je me sens pas bien? Alors, peu importe le décor dans lequel on est, c'est le sentiment à la fin du rêve qui va donner l'indice d'interprétation. Il y a des qualités de rêve différents quand même. Il y a des moments dans la nuit où on va rêver des rêves qui vont être plus profonds, plus puissants, contrairement à une sieste. Et cela dit, il y a quand même des indices. Des fois, dans une petite sieste d'1 quart d'heure, pouf, c'est là où on s'en souvient. Donc, comment gérer ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire d'ailleurs par rapport à ça ou pas du tout? OK. Oui, c'est une très bonne question. En fait, les siestes de jour permettent à notre hémisphère droit de reprendre le dessus puis de nous donner des intuitions, des flashs. La nuit, on a toute une période complète de 7-8 heures de sommeil. En début de nuit, ce sont les rêves de compensation qui passent en premier pour rétablir notre équilibre émotif dans notre vie. Puis une fois que ce ménage émotif-là est fait, donc on évacue les colères refoulées, les peines non dites, les frustrations ravalées, on passe au rêve temporel qui, là, nous situe dans le temps. Si la priorité est de guérir d'une situation du passé, on va faire un rêve de guérison par rapport à un traumatisme ancien. Si la priorité est d'évaluer mon quotidien au jour le jour, donc aujourd'hui, est-ce que j'étais au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes? Alors, à ce moment-là, il va y avoir des rêves qui vont dire soit un rêve de bien-être, un rêve où on avance et que tout est clair sur notre chemin, ou bien dans l'endroit où on est, tout se passe bien, on cuisine, tout se passe bien à ce moment-là. Par rapport au futur, parfois, on a besoin d'un petit clin d'œil de ce qui s'en vient pour nous préparer à un changement, par exemple. Alors, à ce moment-là, c'est des rêves prémonitoires ou prophétiques qui se passent. Et après, on arrive aux rêves télépathiques. Au niveau mental, nous communiquons tous les uns avec les autres. Alors, donc, c'est les rêves où on rencontre les personnes aidantes dans notre mission personnelle. On règle des conflits avec des collègues de travail, avec la famille, des membres de notre famille. Et finalement, les rêves spirituels qui parlent de notre âme, de nos enseignements intérieurs que l'on reçoit avec des guides, et ainsi de suite. Alors, donc, c'est très varié. Mais les rêves spirituels vont se passer au fur et à mesure de cet apprentissage, justement, au fur et à mesure d'inviter ces rêves et de s'en rappeler, etc. Ou ça peut nous arriver, nous tomber dessus. Parce que moi, je m'en souviens d'un où je me suis trouvée dans les annales akashiques. C'était absolument hallucinant de se trouver. Je suppose que c'était mon interprétation, mais il y avait une telle... c'était comme si c'était gravé, ce rêve. C'est-à-dire qu'il y a des rêves qui sont... Il y a une force, je ne sais pas, c'est presque palpable, certains, non? Oui, on appelle ça des songes ou des grands rêves ou des rêves initiatiques. Donc, alors, c'est des rêves, effectivement, qui sont indélébiles. On va s'en souvenir toute notre vie et ça parvient à n'importe quel moment, effectivement, Lilou. Quand une personne est prête, moi, après 25 ans là, d'enseignement des rêves, j'ai fondé l'École de rêve en 1992 et que j'enseigne donc un peu partout avec des enseignants certifiés. Je peux dire que des personnes qui n'ont jamais porté attention à leur rêve, un matin, ils se réveillent avec un rêve ultra important. Et là, ils ont besoin de quelqu'un pour juste valider. L'important, c'est de valider qu'on vient de vivre une grande expérience. Et puis, comme vous, avec de visiter les archives akashiques, Lilou, ça devait être extraordinaire. Extraordinaire. Et puis ça, c'est comme la preuve. Là, ce que j'aime du rêve, c'est que ça nous amène des certitudes. Tu sais, on lit des choses, bon, les archives akashiques qui contiennent toutes les mémoires de nos vies passées, de notre vie présente et même nos vies futures. Mais le fait de le vivre, ça, au-delà de l'espoir que ça existe, c'est une certitude. Donc, le rêve, en fait, c'est une mise en scène virtuelle dans laquelle on vit des émotions réelles qui parlent de notre vie actuelle. Donc, ça nous donne l'heure juste au jour le jour sur ce que l'on vit. Et ça donne forme peut-être à l'invisible, au subtil. C'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas le voir là, pour la plupart d'entre nous, dans ce monde réel, mais ça se matérialise. Oui. Dans les rêves. Oui, parce qu'il y a un principe qui dit rien n'existe sur le plan physique qui n'a pas d'abord été créé dans les mondes intérieurs. Alors, le rêve nous permet d'aller voir nos créations intérieures pour ensuite annuler celles qui ne nous conviennent pas. C'est pour ça qu'il y a certains rêves du futur qu'on peut neutraliser, tout simplement en changeant le présent.
Le futur dépend de chaque action présente, de chaque pensée présente, de chaque émotion. Alors, c'est pas le rêve lucide, on parle du travail qu'il y a à faire en parallèle avec le rêve. Oui. On s'éveille le lendemain, on vient de faire un rêve, on dit « Oh, est-ce que ce futur-là m'intéresse? » Sinon, on dit « Comment puis-je changer mes pensées présentes pour annuler ce futur potentiel? » Un peu comme un poteau indicateur sur la route. On est heureux de voir qu'il va y avoir un virage à 90 degrés. À ce moment-là, on ralentit. Mais si on ne veut pas prendre le virage, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête et on change de direction. Alors, c'est là que les rêves prémonitoires. Il y a des rêves prémonitoires qu'on ne peut pas changer, qui font partie de notre destin. Et merci à ces rêves-là de nous préparer à l'avance, parce que moi, je vois ça comme une bénédiction pour être à la hauteur de l'événement. Puis même si c'est difficile, quand on est préparé, lorsque nous sommes préparés, c'est beaucoup plus facile d'y faire face. Alors que certains rêves prophétiques, eux, c'est comme « Ah, Nicole, si tu continues, si tu maintiens les conditions actuelles de ta vie, il est fort probable qu'il va se passer telle chose. » Ah, là, à ce moment-là, quand j'écris mon rêve dans mon journal de rêve, là, je dis « OK, prémonitoire, point d'interrogation. Qu'est-ce que je peux changer maintenant pour ne pas que ça arrive? » Ou au contraire, des fois, moi, je fais beaucoup de rêves prémonitoires sur des belles choses de ma vie. Des succès qui s'en viennent, la création d'un nouveau projet, etc. À ce moment-là, ça m'encourage à mettre encore plus d'énergie et de force et de créativité dans le projet. Donc c'est aussi, c'est quand même des messages forts, c'est comme une intuition, une autre façon que l'âme a de communiquer également avec nous. C'est différent de l'hypnose quand même, c'est différent de l'hypnose spirituelle, mais il y aurait quand même un côté guérison, un côté on accède à l'inconscient, un côté on accède au monde intérieur quand même qui est similaire, mais là c'est nous avec nous-mêmes, mais ça nous tombe, on a l'impression que ça nous tombe un peu dessus. Mais ce que tu es en train de dire, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça peut we can induce it. On peut faire que le rêve devient fréquent et induit, oui. Ah oui, puis moi, c'est dans ma pratique personnelle, depuis l'âge de 28 ans que j'ai commencé mon premier journal de rêve. Alors, le soir, je mets la date de la journée qui se termine. Je note 2 événements importants pour mon contexte de vie que quand je vais relire mon journal de rêve, qu'est-ce que je vivais cette journée-là? Et le 3e élément, Lilou, le plus important, l'induction de rêve. Donc, j'appelle ça un postulat de rêve, c'est-à-dire une intention pour la nuit. Alors, j'écris « Cette nuit, dans mes rêves, je vais ». Bon, pour les personnes qui se souviennent très peu de leurs rêves, ils peuvent dire « Cette nuit, je vais me souvenir de mes rêves et je vais m'amuser ou je vais comprendre telle situation ». Je vais m'amuser. Ça aussi, c'est fort parce qu'il y a beaucoup de cauchemars ou de choses qu'on a été perturbées par notre enfance qui peut-être bloquent ce potentiel de rêve merveilleux. Oui, tout à fait. Puis à ce moment-là, il y a des nuits où on est davantage disponible pour guérir des traumatismes anciens. Alors à ce moment-là, on dit, cette nuit, je guéris, je reçois la guérison pour telle situation. Cette nuit, j'invite mes guides à m'accompagner pour comprendre pourquoi ou pour neutraliser quelque chose, une émotion avec laquelle on a de la difficulté à composer. Donc l'induction de rêve, c'est comme de se donner le droit de faire un choix, de dire cette nuit, parmi tous les rêves, parce qu'on fait de 5 à 6 rêves par nuit, à tous les 90 minutes, il y a un rêve qui apparaît. Le premier dure 5 minutes, le deuxième 10 minutes, le troisième, ainsi de suite. Et le dernier rêve du matin, de 30 à 45 minutes. Donc, il est le plus long. Et souvent, l'induction de rêve va se produire vers la fin de la nuit. Alors, cette nuit, je m'amuse et je trouve la joie, je retrouve mon enfant intérieur. Cette nuit, je sais pourquoi je vis telle chose. Cette nuit, j'accède à davantage d'abondance dans mes... Une sacrée co-création, c'est-à-dire que moi, j'en parle lors du défi des 100 jours qu'on crée l'intention de la journée, mais là, c'est génial, c'est double productivité. Là, on crée sa nuit. L'intention de nuit, maintenant. Excellent. Dans le même journal, à ce moment-là, dans le 100 jours. Tout à fait. Et les gens sont étonnés de voir jusqu'à quel point ça fonctionne rapidement. Moi, dès que j'ai commencé à le pratiquer, donc il y a plus de 37 ans de cela, donc à l'âge de... Qu'est-ce qui a été le plus flagrant, à part ce changement de travail, peut-être un autre exemple? Dans ma vie... Tu en donnes beaucoup dans ton livre, mais est-ce qu'il y en a un autre qui vient là en surface? Oh, d'un rêve marquant. Oh, mais d'ailleurs, le déclencheur pour moi, Lilou, c'est quand ma mère elle est décédée, j'avais 15 ans à l'époque. Et ça a été une mort subite. Mais après son décès, ma mère venait me voir dans mes rêves et m'aidait, parce que j'étais adolescente, à 15 ans, m'a aidée à passer à travers cette période-là. Ensuite, de trouver le bon métier pour moi. Et ça a duré pendant un autre 15 ans. Et elle est venue me faire ses adieux dans un rêve.
Elle m'a serrée dans ses bras. Et il y a une vérité qui s'est installée dans ma conscience et qui disait ceci. Dans l'éternité, les êtres qui s'aiment ne sont jamais séparés. Et je ne l'ai jamais revu par la suite. Donc, ce rêve-là m'a comme ouvert la porte à dire les rêves sont importants, mais je savais pas comment les utiliser. J'ai pris un premier cours de rêve sur les rêves à 28 ans. Et là, j'ai commencé mon journal de rêve. Et des rêves, autant que ce soit des rêves, par exemple, bon, j'ai écrit 15 livres jusqu'à ce jour. Ça, c'est le 15e, en fait. Je pense qu'il y en a qui sont arrivés en rêve. Je peux dire que je me réveillais le matin avec l'idée, il est temps de parler, par exemple, des rêves spirituels. J'en ai fait un sur les rêves érotiques, qui est devenu les rêves d'amour. Un sur la mission personnelle. Un livre sur la vitalité aussi. Mais le plus important, c'est qu'on est tous, comme vous dites, des co-créateurs. Et là, si de jour, on a l'impression de ne pas avoir l'inspiration nécessaire, on dit, cette nuit, je reçois l'inspiration pour telle chose. Cette nuit, j'identifie ma mission personnelle. Cette nuit, je comprends. J'invite toutes les personnes aidantes dans ma mission personnelle à me rencontrer, de sorte que de jour, on les reconnaît. Magnifique, hyper inspirant. Mais le défunt, ça me parle beaucoup. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes de co-créateurs qui regardent par rapport à des personnes décédées, que ça soit longtemps dans son passé ou récent. Donc, quel est le processus par rapport à ça spécifiquement? Aux personnes décédées, oui, tout à fait. Par exemple avec ta maman, mais ça peut être avec quelqu'un de proche, pour avoir cette communication. C'est quand même super... Oh, quelle merveille! Oui, d'ailleurs, avec Monique Séguin, on a écrit un livre qui s'intitule « Les rêves en fin de vie ». Parce qu'en fin de vie, la personne reçoit son rêve de départ et les personnes qui l'accompagnent ont des rêves préparatoires au décès, au départ de cette personne-là, et les rêves après le décès, donc rencontre avec des personnes décédées. C'est simple, c'est sous invitation. On écrit dans notre journal de rêve, « Cette nuit, j'invite telle personne à me rencontrer pour prendre de ses nouvelles ou pour recevoir du... » C'est beau! Oui. Je suis sûre qu'il y a des co-créateurs qui pleurent là, qu'il y a une grosse larme, et puis un soulagement. Oh, oui, dans mes conférences, je le vois, les gens là, deviennent très émus parce que ça leur permet de valider qu'ils ont eu un vrai rêve contact avec une personne décédée. Parce que souvent, quand les gens le racontent à une autre personne, « Ah ben voyons, c'est juste un rêve. » Non, c'était un rêve contact parce que dans ma âme, l'âme survit à la mort. Et dans ma âme, quand la personne vient nous visiter pour finaliser, par exemple, un conflit non résolu, que ce soit pour prendre des nouvelles ou indiquer à la personne « Je suis avec toi et je t'accompagne en tant qu'ange gardien ou guide pendant un certain temps », comme ma mère a fait avec moi pendant 15 ans. Encore plus puissant que de passer par un médium. Oui. Là, l'information arrive direct, on retrouve son pouvoir personnel de co-créateur. Bravo, c'est exactement ça. C'est de retrouver notre pouvoir personnel, de savoir qu'on peut le faire, qu'on y a droit. Il suffit simplement de s'ouvrir à cette réalité-là et ensuite de l'expérimenter. On l'écrit dans notre journal de rêve et puis on reste ouvert. Au moment opportun, ça va se produire, c'est certain. Et même si au début, il n'y a pas de résultat, on continue, on persiste, parce qu'on se rend compte pour toute pratique, et c'est une pratique également, on se rend compte que pour toute pratique, plus on s'ouvre à ça, plus on autorise l'émerveillement, de nouvelles informations et d'arrivées, plus on les attire à soi. Donc c'est quelque chose qui ne fait qu'amplifier. Magnétiquement, on l'attire à nous parce qu'on s'ouvre, on a l'espoir et éventuellement, ça devient une certitude, une réalité que nous seuls avons vécue. Personne ne peut nous l'enlever par la suite. Alors, c'est pour ça qu'une fois qu'on a eu ce contact-là, qu'on a reçu un message de la personne décédée, bien, c'est comme on a un ange gardien avec soi, on a quelqu'un qui nous aide à passer à travers les défis de la vie. Donc, on rêve tous. Même si on a l'impression de ne pas rêver à un certain stade, on rêve tous. Est-ce qu'il y a un petit truc qui pourrait déclencher justement quelqu'un qui pense ne pas rêver, qui pourrait aider, favoriser? Alors le journal de rêve, bien sûr, de poser l'intention avant de se coucher, mais il y a autre chose? Oui, alors en fait, c'est de s'éveiller le matin en gardant les yeux fermés, en restant immobile et en se posant la question, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? À quoi ai-je rêvé? Et tout à coup, une petite image revient. Et de cette image-là, qui est probablement la dernière scène du rêve, on garde les yeux fermés et tout à coup, tout le rêve va se dérouler devant nos yeux. Donc, on peut ramener de 1 à 5 rêves puisqu'on fait un minimum de 5 rêves par nuit à tous les 90 minutes. Ensuite, pourquoi on sait que c'est l'imagination qui prend le relais? Parce que je suppose que c'est comme dans les régressions de vie passée, à un moment on commence à se réveiller petit à petit, on perd un peu cette connexion et on sent que c'est l'imagination qui prend le relais plutôt que le rêve en lui-même. Ça arrive, ça se passe comme ça aussi? Parfois pour certaines personnes, mais en général, on le sait qu'on l'a vécu parce qu'on a l'émotion du rêve.
On a la joie, la peur, même les cauchemars. Les cauchemars sont très utiles. Ils peuvent nous parler, peuvent être le reflet d'une angoisse que l'on vit, ou peuvent être un rêve d'entraînement dans lequel on se pratique à faire face aux dangers. Ça peut être un rêve récurrent, cauchemar, pour nous dire, Nicole, tu n'es pas sur la bonne voie, change de direction. Donc, les cauchemars sont là pour nous indiquer une information pertinente dans notre vie de tous les jours. Moi, je remercie mes cauchemars souvent pour m'entraîner à faire face à une situation que je n'ai jamais vécue. Puis, je suis assez créative dans le rêve pour, trouver une solution. OK? Donc, de se défendre avec une arme soudain qui apparaît, qui sort de nulle part, ou bien d'apprendre à m'affirmer. Si je suis dans une situation où je me sens, on abuse d'une certaine façon, puis là, je me dis, ça doit cesser, et je trouve le moyen. Donc, je me réveille le matin, oh mon Dieu, c'est un cauchemar. Ah, mais je m'en suis sortie. C'est ça l'important, c'est la fin du rêve. Il y en a qu'on sent qui sont tellement énergétiques, c'est presque, on est aspiré par des rêves, c'est le rêve cauchemar, mais dans lequel on se sent pris, là, prisonnier, aspiré, c'est comme un vortex d'énergie, non? Ça peut être... Oui. C'est assez embêtant. Ceux-là, moi, je les ai eu plus dans des petites siestes, pendant les petites siestes, comme ça. Ah, OK. À ce moment-là, parfois, ça peut être, dans une sieste, ça peut être que le corps, dans son mode de récupération, que l'énergie, l'information veut dire, regarde, je me sens aspirée par quelque chose. Là, il faut faire un lien dans la vie de jour. Qu'est-ce qui m'aspire? Puis là, de se donner... On va faire une petite liste. Oui, OK. Fait que notre cerveau droit qui fonctionne de jour et de nuit, mais à l'état de rêve, il fonctionne beaucoup plus. C'est pour ça qu'on rêve en images, on rêve en émotions. En noir et blanc? En fait, tout le monde rêve en couleur, mais on s'en souvient souvent peu, donc on a l'impression de rêver en noir et blanc, alors que c'était... Mais les artistes rêvent davantage, ont plus de mémoire de couleur, mais on rêve tous en couleur en principe. Et puis, un autre truc pour s'en souvenir aussi, c'est de le répéter de jour. Ah, je me souviens de plus en plus de mes rêves. Parce que les gens qui affirment avec certitude, moi, je ne me souviens jamais de mes rêves ou je ne rêve pas. Le cerveau l'enregistre. Il dit, parfait, ma chérie. Donc, on rêve et le mental l'efface pour convenir avec la croyance que nous avons. Il faut changer ça tout de suite. On dit, je rêve de plus en plus. Et aussi, le fait de l'écrire une intention le soir et le matin, de l'écrire le plus vite possible, Lilou. Ça part à une vitesse incroyable. Même moi, ça fait 37 ans que je les écris. Si le téléphone sonne et puis que, oups, je réponds, je viens de perdre mes 2-3 rêves que j'avais en mémoire. On se souvient plus quand il y a l'alarme ou quand il y a parce qu'il faut quand même prendre le temps le matin pour le faire. Je veux dire, est-ce un petit réveil naturel, peut-être qu'on s'en souvient plus facilement qu'une alarme, et peut-être quand on sait qu'on a 10 minutes devant nous, un quart d'heure, ça va aussi favoriser? Oui. Alors, le truc, moi, j'ai trouvé pour moi à l'époque quand je travaillais, donc j'avais l'alarme que je devais mettre le matin. Je disais à mon conscient, je vais me réveiller 5 minutes avant l'alarme. Et là, je m'éveillais, je gardais les yeux fermés et là, j'avais le temps de me souvenir de mes rêves. Et là, l'alarme partait et là, je les écrivais tout de suite. Donc, c'était ma méthode à ce moment-là, mais on peut tous le demander. Je vais m'éveiller. Et la nuit, après chaque rêve, comme on déparalyse, parce que pendant le rêve, le sommeil paradoxal, le corps est paralysé. Et dès que le rêve se termine, on déparalyse. On s'éveille quelques secondes et on peut se rappeler d'un rêve et on se rendort, tout simplement. Alors, des fois, la nuit, je m'en souviens, puis je griffonne sur un bout de papier 2-3 mots-clés du rêve en question, puis je me rendors. Et le lendemain matin, je suis surprise. Ah, il y en avait un cette nuit. Donc, c'est une autre technique pour le faire. Est-ce qu'on peut rembobiner aussi un rêve et le changer après, comme on peut faire dans sa propre journée d'ailleurs, où on fait comme un film qu'on rembobine en arrière? Oui, définitivement, parce qu'on part de la fin et on peut remonter à l'arrière. Et même un cauchemar, ça m'est déjà arrivé, dans un cauchemar où je frappais toutes sortes de choses avec ma voiture. Puis quand je me suis réveillée, je me suis dit, oh, ça ne me tente pas d'avoir un accident aujourd'hui. Alors, en visualisation, j'ai fermé les yeux, je me suis revue dans la voiture en question. Et puis là, je conduisais, en fait, c'est que je reculais, je sortais de l'entrée. Et je suis sortie faisais attention de ne pas frapper la voiture derrière. Et puis le lendemain, quand je me suis réveillée le lendemain d'avoir cette visualisation dans la nuit, je dis OK, je vais être prudente quand même. Et dans la journée, ça a été amusant parce que c'était des carrosses dans lesquels on transporte des choses qui fonctionnaient mal et j'ai failli frapper d'autres objets. Je dis, mon rêve de cette nuit. Mais comme j'avais annulé l'effet des dommages, il n'y a pas eu de dommages. Donc, c'est merveilleux. Donc, les rêves nous préparent à des choses du lendemain aussi. Et le rêve lucide, c'est encore autre chose.
Oui, rêve lucide veut dire rêve conscient. Donc, on sait qu'on rêve pendant qu'on rêve, et là, on peut modifier le contenu du rêve, ou bien on peut analyser le rêve pendant qu'on rêve, ou bien on peut dire, ah, et là, inviter quelque chose de nouveau, dire, j'invite un guide à venir me voir, ou je me mets à voler dans ce rêve-là. Les rêves lucides nous donnent la chance de prendre conscience qu'on n'est plus qu'un corps physique qui dort, qu'on est une conscience vivante 24 heures sur 24. Alors, ça se cultive. Il y a des gens qui l'ont naturellement. 5% de la population font des rêves lucides depuis leur naissance. Ils sont très chanceux. Moi, j'en fais 4 ou 5 par année. J'aimerais en faire plus, mais ça demande beaucoup de discipline aussi, de rester conscient. Mais quand j'en... Les réveils, non, de mettre quand même des processus en... Oui, il y a différentes techniques. Il y a des bons auteurs, d'ailleurs, sur le rêve lucide, dont Robert Wagner, qui fait partie de l'Association internationale pour l'étude des rêves, dont je suis membre depuis 20 ans, où tous les scientifiques du rêve, autant les neurochirurgiens que des chamans, que des psychologues, des psychiatres, etc., on se rencontre une fois par année au Grand Congrès. Donc, c'est la conférence internationale de l'Association internationale pour l'étude des rêves. D'ailleurs, cette année, ça a lieu en Californie, à Anaheim. L'année dernière, c'était en Europe. C'était en Hollande, exactement. Et donc, tous les chercheurs se rencontrent, les scientifiques, et on partage, on donne des ateliers, on fait des conférences. Ce qui est fou, c'est qu'on passe tellement de temps, et on est tous, la plupart d'entre nous, tellement intéressés par la vie au quotidien, de se développer personnellement dans la journée, d'être plus productif, de faire ci, de faire ça, qu'il y a toute cette partie de la nuit qui est quand même inutilisée et dans lesquelles on pourrait vraiment passer du temps pour explorer. Ça me rappelle un peu un voyage aux Philippines il y a très très longtemps où on me disait, mais quelqu'un m'a dit, c'est un de ces messages qu'on entend alors que peut-être à un moment on l'a pas entendu, mais il me dit, mais tu te rends compte que si tu ne plonges pas ou fais pas de l'apnée, tu ne vas pas voir toute cette partie-là des Philippines ou tous ces mondes sous-marins. Il y a tellement d'espaces sous-marins à visiter. Et moi qui adore voyager, je me suis rendu compte que dans le coup, si j'explorais pas les mondes sous l'eau, il y avait toute une partie de la vie, la Terre que j'allais pas voir. Et là, c'est pareil. Ça nous invite en profondeur, dans notre être. Et tout un travail là aussi à faire de fascinant. Oui, puis je dirais un jeu en même temps, de s'amuser, Lilou. De dire, cette nuit, qu'est-ce que je vais faire? OK, donc cette nuit, je découvre les rêves ou je sais qui je suis. Puis là, moi, ce que j'aime, c'est de m'éveiller et d'être surprise par le contenu de mes rêves. Donc, c'est comme à chaque matin, là, qu'est-ce qui s'est passé? Puis si je me souviens pas d'un rêve, j'ai l'impression d'avoir gaspillé une nuit entière. Puis plus on s'y intéresse, plus on tient notre journal de rêve à jour, plus les rêves sont généreux, plus ils disent, enfin, Nicole, elle s'occupe de moi, enfin, Lilou est à l'écoute de ce que j'ai à lui dire. Donc, on est un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel, et chacun de ces corps-là s'exprime selon les besoins du moment. Alors, c'est simple, on ouvre un petit journal et on met la date et on met... Là, en tout cas, ce livre-là, si vous êtes intéressé par le sujet, je pense que c'est le livre à lire parce que quand je vois le sommaire et pour avoir scanné le contenu de ce livre-là et en avoir fait pas mal, vraiment chapeau, c'est très 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 détaillé, vous allez être agréablement surpris. Là, si vous voulez prendre ça vraiment sérieusement, eh bien là, c'est un bon début. Je suppose qu'après, il y a encore plein d'autres étapes, mais en tout cas, merci. Il y a un nouveau livre qui s'en vient, Lilou, que je peux vous annoncer en primeur, qui va être l'anti-dictionnaire des rêves. C'est bien, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette partie-là ici, mais tout le côté analyse et comprendre la symbolique. C'est ça, d'ouvrir un dictionnaire de symboles, parce qu'il y avait un mot dans notre rêve. C'est souvent insuffisant. Souvent, ça nous met sur une fausse piste, parce qu'il n'y a pas 2 dictionnaires qui disent la même chose. Alors, moi, après 25 ans d'expérience d'enseignement des rêves, donc je viens d'écrire l'anti-dictionnaire des rêves. Je vais le dire à la française, l'anti-dictionnaire des rêves. Et puis, pour donner les outils aux gens pour justement devenir autonome dans l'analyse de leurs propres rêves, de ne pas dépendre, de ne pas donner son pouvoir à un dictionnaire de symboles, mais d'être capable par soi-même, par le contexte du rêve au complet, parce que c'est le verbe d'action dans le rêve qui est important et l'émotion finale à la dernière scène du rêve, qu'on peut faire une analyse complète et simple et que tout le monde peut faire par eux-mêmes. On est tous capables. Il faut se faire confiance.
Et puis c'est de la pratique comme toute chose, hein, bien sûr. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça fait petit à petit, rêve après rêve. Merci pour votre tâche. Je tutoie parce que Québécois, j'adore tutoyer, mais merci pour ta joie de vivre, d'être. On ressent chez toi ce côté enfant qui ressort, cette petite fille qui est heureuse de vivre, qui est heureuse de rêver. Ça fait du bien de voir ça. Et pour moi, les êtres qui sont incarnés, qu'en tout cas je souhaite interviewer, avec qui je souhaite passer du temps, ont ça en commun et je l'ai vu dans tes yeux. Je suis ravie d'avoir fait cette interview. C'est très inspirant. Merci. Merci infiniment à toi, Lilo. Grande messagère des co-créateurs, mais du rêve maintenant. Co-création de nuit. Yes. Trop fort. Gros bisous, mes délicieux co-créateurs. L'art de rêver. Je suis avec Nicole. Je vous embrasse. On vous embrasse très, très fort. Du Salon de l'éveil à Laval, au Québec, sous la neige. Mais le soleil aussi, il est là. Merveilleux. Gros bisous et bon rêve.